Tu as la parole. On va continuer sur l'apprentissage justement pour faire le lien. Merci de votre présentation. On va demander à Alexandre Tronchot de Rennes, place de l'apprentissage de la chirurgie arthroscopique utilisant la simulation en réalité virtuelle à propos d'un geste, la ménisectomie. Alexandre, bonjour. Vous respectez le Bonjour, temps. vous voyez C'est, vous on voit voyez tout. Tout est bon. super, Vous pouvez vous lancer. Allez-y. Merci. super. Donc, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, messieurs les modérateurs, tout d'abord bonjour. Je tiens à vous remercier pour m'avoir présélectionné pour le prix d'innovation pédagogique en chirurgie. Innovation pédagogique, c'est bien le cas, car ma thèse d'université est consacrée à étudier l'apport de la simulation en réalité virtuelle, VR, dans la formation pratique à la chirurgie arthroscopique en orthopédie. C'est le fruit d'un travail collaboratif entre l'équipe INSERM Médicis du laboratoire rennais LTSI et le réseau interrégional Hugues Ortho, dont fait partie l'équipe d'orthopédie du CHU de Rennes. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation, notamment avec l'industrie VR. Donc, pourquoi parler de formation? Car on a pu voir ces dernières années une remise en question du compagnonnage conventionnel et de sa place dans la formation de l'interne, notamment avec la simulation, car la simulation est devenue un objectif majeur de la formation médico-chirurgicale, avec un souhait des instances gouvernementales de ne jamais pratiquer sur le patient, ce qui peut être peut-être la première fois sur le patient, ce qui peut être un peu excessif. Alors, bien entendu, l'apprentissage sur maquette sur sujet anatomique existe depuis des siècles, mais la réalité virtuelle apporte de nouvelles perspectives indéniables qui témoignent de son engouement actuel, notamment par sa facilité de mise en œuvre en chirurgie endoscopique, arthroscopie et océoscopie, et son caractère inlassablement reproductible. Alors, l'avantage numéro un de la simulation VR, c'est le suivi. On a des critères numériques objectifs de progression de l'apprenant, avec des métriques simples, temps, distance instrumentale, alignement caméra ici pour l'arthroscopie. Mais si on va un peu plus loin, comme nous l'avons fait dans cette étude récemment publiée, nous pouvons faire distinguer à la machine des niveaux de compétences à la fois sur des métriques d'analyse fine de trajectoire, fluidité du geste, économie du mouvement, mais aussi en demandant finalement à l'algorithme que nous avons créé de classer les trajectoires non plus par score de performance, mais par similarité de trajectoire. Donc si on regarde cet exercice de retrait de corps étranger dans une articulation native d'épaule, on voit que les experts ont des trajectoires instrumentales proches, indépendamment d'un score quelconque mesuré. En résumé, le simulateur est capable de distinguer, mais pas d'hierarchiser en termes de compétences. Alors, la première grande limite du simulateur VR, c'est que finalement, elle donne des scores pouvant être simplistes et sans conseil, ce qui n'est réellement pas suffisant. Si on voit ces 3 vidéos, on voit que le novice a un score parfait, mais le geste, lui, n'y est pas. Le geste est peu maîtrisé. Quant au confirmé, on voit un score un tout petit peu moins bon et surtout un geste non reconnu par le simulateur d'efficience. On voit la pince se tourner à la verticale qui ne sera pas reconnue. Et l'expert avec un score aussi le même, mais un geste sûr, parfaitement maîtrisé. L'autre limite du simulateur VR, en tout cas en arthroscopie, c'est qu'il reste à prouver le transfert des compétences. Pardon pour cette petite chose. Avec un constat actuel, en fait, il y a très peu d'études qui ont évalué la transposition des compétences du simulateur vers le bloc opératoire. Et donc, il faut évaluer l'intérêt pédagogique de ces outils avant de l'utiliser à plus large échelle. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de répondre à cette question. Les compétences techniques en arthroscopie acquises avec un simulateur VR sont-elles pertinentes et fiables et transposables au bloc opératoire? Donc, objectiver ce transfert de compétences. Donc, pour ce projet MENI-SIM, MENI pour ménisectomie, SIM pour simulation, nous avons créé un programme innovant de formation et recherche en pédagogie où nous avons inclus les 36 internes première et deuxième année de la région Grand Ouest inscrits au DES d'orthopédie. Nous avons organisé et financé leur venue à Rennes dans le cadre de journées de formation où ils apprenaient les bases de l'arthroscopie sur un cours théorique et pratique, puis participaient l'après-midi à ce protocole de recherche avec 45 minutes par interne sur le simulateur pour enregistrer les données et répondre à un questionnaire. À l'issue de ces journées d'inclusion, nous avions donc 2 groupes comparables en termes de niveau, notamment sur le simulateur. Nous avons un groupe qui s'est entraîné sur le simulateur de façon mensuelle après, les Rennais et Nantais, pour des raisons pratiques, car la formation se faisait à Rennes, 1 heure par mois, donc ce qui est comparable à ce qui se fait actuellement en France en termes d'apprentissage, c'est 1 heure par mois de chirurgie arthroscopique.
tandis que les Angevins, Brestois et Tourangeau avaient leur formation théorique conventionnelle à l'exclusion de la formation sur simulateur VR. Tous ces internes ont été réévalués à 6 mois sur maquette et sujet cadavérique par 2 évaluateurs, experts en arthroscopie du genou et indépendants de l'étude en aveugle des bras de formation. Avec ces 2 experts, nous avons réfléchi au score de compétences qu'on allait utiliser pour les évaluer. Et il n'y a pas de score malheureusement en français, nous avons pris un score anglo-saxon, le score A7, qui est publié largement dans la littérature et soutenu par la Société nord-américaine d'arthroscopie. Nous l'avons traduit minutieusement en français en vraiment réfléchissant au sens des mots pour être le plus standard et reproductible possible. Les 2 évaluateurs se sont ensuite entraînés sur 10 vidéos de simulateurs VR avec des scores de reproductibilité inter- et intra-observateurs comparables à ce qui se fait dans la littérature. Alors, ce qui est simple avec le simulateur, c'est qu'on a effectivement une progression objectivée sur le simulateur. On voit que ça, c'était à l'inclusion. Puis, 5 mois après, lors de la ménisectomie, il progresse, il rejoint le niveau des expérimentés. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est que finalement, on a pu confirmer leur progression sur maquette et sujet anatomique, avec, là, cette fois-ci, non plus évalué par la machine, mais par les 2 experts. Un score pour cette cohorte de FR+, donc formés par simulateur, qui était significativement meilleur que ceux non pas formés par simulateur, les VR-. Mais si on regarde plus en détail ces résultats et qu'on se sépare par année, on voit que les premières années formées sur simulateur VR, dont certains n'avaient jamais vu d'arthroscopie vraiment au bloc opératoire, n'avaient que pratiqué sur le simulateur, versus les internes 2e année, dont certains avaient déjà pratiqué au bloc opérateur, on voit qu'ils atteignent le même niveau, donc il y a un gain de 1 an en formation arthroscopique grâce au simulateur VR. Ce qui est intéressant dans le cadre de la réforme du 3e cycle. Avec l'équipe Médicis, nous avons aussi réfléchi à d'autres marqueurs de l'expertise, d'autres marqueurs de compétences. Et pour cela, nous avons utilisé des capteurs. Nous avons pris littéralement de la hauteur. Nous avons mis une caméra au-dessus de la colonne d'arthroscopie pour regarder un petit peu les postures des chirurgiens. Par exemple, si on regarde ce novice, et on voit dans le cercle orange qui entoure son épaule droite que finalement, il prend une posture qui n'est pas très ergonomique, qui n'est pas très bien en fait finalement en train d'opérer, à la différence de l'expert, qui, lui, est dans une posture tout en maîtrise. Et nous avons traduit ces sensations visuelles par un carte de chaleur, de mobilité, pour apporter finalement de nouvelles informations pour l'apprenant, des informations, des conseils de termes d'ergonomie, et non plus de score de compétences ou performance. Nous avons aussi mis d'autres capteurs, un capteur de fatigabilité musculaire avec des capteurs EMG et des capteurs de fréquence cardiaque, de variabilité de fréquence cardiaque pour évaluer le stress, notamment entre l'entraînement et l'évaluation. Ces données sont en cours d'analyse. Donc pour conclure, le simulateur VR est un bel outil, un bon outil de répétition des actes techniques. Il a permis, effectivement, on a pu prouver que le transfert des compétences vers la maquette, le sujet anatomique, donc très intéressant. Mais ça ne fait pas tout. Le simulateur en lui-même sans compagnonnage, sans formateur à ses côtés, est à risque, avec le risque de mal apprendre. Il n'est qu'un auxiliaire de la formation, donc il ne remplace surtout pas le compagnonnage, mais il l'améliore. Notamment avec l'arrivée sur le marché de gestes plus complexes, complètement simulés, où avec des gestes séquentiels dont il faudra analyser de façon aussi rigoureuse et scientifique les données par le futur. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai bien entendu heureux d'y répondre. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour cette présentation. On est bien d'accord que le simulateur VR utilisé est un simulateur 2D avec bande d'essai. Ce n'est pas de la réalité virtuelle immersive telle qu'elle est présentée. C'est ça, en vrai. Je pense qu'il faut bien le préciser dans votre présentation, puisque la VR est actuellement très confusiogène dans les termes qui sont utilisés. Et faire la part des choses, on n'a pas un casque quoi, en soi. Donc pour la pratique, là, je pense que par rapport au retour haptique, c'est justement très bien de faire comme ça. Juste 2 commentaires après une question. Premièrement, concernant la généralisation au monde réel des procédures apprises par la réalité virtuelle. Alors, effectivement, la littérature n'est pas très riche, mais s'enrichit énormément d'année en année. La grande difficulté qu'on observe dans cette littérature, c'est la comparaison justement entre les différents types de modèles et de comparaison. Là, pour le coup, par exemple, le fait que ce ne soit pas un casque, alors que d'autres modèles sont avec casque. Concernant les scores utilisés pour l'OSAT, bien entendu, bien joué d'avoir traduit la 7 aussi. Vous avez commencé à évaluer le stress.
Si je peux vous proposer, si vous continuez dans ce cadre de recherche, d'envisager au-delà du stress la charge cognitive qui est impactée. Donc les mesures que vous faites, respiratoires ou de fréquence cardiaque, vous avez aussi, quitte à utiliser des caméras de profondeur, une caméra toute simple pour la mesure de l'eye shifting, qui a été montré justement un bon marqueur dans la charge cognitive. Et, Guillaume Pourchet, ici présent, a fait une étude sur la réalité virtuelle en utilisant un score qui s'appelle le NASA-TLX, qui est utilisé pour évaluer d'une façon subjective mais reproductible la charge cognitive. Petite question, in fine, on va pouvoir avoir un très grand nombre d'expériences du fait de ce simulateur. Est-ce qu'il y a de la place encore pour un banc d'essai classique, finalement, comme on avait les pelvic trainers, par exemple, sans avoir des images de synthèse? Est-ce qu'il y a encore la place peut-être pour les premières années, puis ensuite passer sur ce genre de simulateur? Est-ce que vous y voyez encore une place ou est-ce que pour vous, il faut tout faire avec ceci? Je pense qu'il y a une place indéniable d'une part par le coût. C'est un simulateur de réalité virtuelle pour celui-là, même s'il est généraliste, il ne fait pas que l'arthroscopie, il fait Célio et Uro. Enfin, il coûte plus de 100 000 euros. Une maquette, ça coûte moins de 1 000 euros. Il y a quand même un coût. Par exemple, avec l'analyse sur les caméras qu'on avait mis au-dessus, on peut faire des analyses simples de trajectoire. Donc, il y a une place. Après, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est surtout que ça apporte finalement de se mettre en condition, hein, peut-être un peu plus qu'une maquette classique. Après, l'apprentissage avec la réalité virtuelle telle qu'elle est faite sur le simulateur, elle est intéressante pour les phases SOC. Je n'ai pas présenté tous les programmes. Il y en a un qui est très intéressant, c'est vraiment des exercices complètement abstraits. On part de la chirurgie conventionnelle telle qu'on la connaît. On est dans des environnements abstraits, on apprend à trianguler, à utiliser la caméra dans des positions différentes. Ça, c'est plutôt dans le sens du serious game. Et ça a un intérêt vraiment pour les premières années. Très bien, je vous remercie. Juste faire un tout petit commentaire, Philippe Marc, sur votre excellente présentation qui m'a passionné. Ce commentaire concerne également toutes les présentations sur la simulation et l'usage de la simulation qui ont été faites aujourd'hui, mais vous l'avez particulièrement bien dit. Vous avez bien expliqué que la simulation n'est pas une fin en soi, elle est une préparation à la vie, à la vraie vie, qui est le compagnonnage, et qui est la réalisation du geste par le jeune opérateur. Vous avez redit comme tous que jamais la première fois, etc. Il y a toujours une première fois. Ce qui compte, c'est de bien la préparer. C'est le rôle de ce que vous nous racontez. Bravo.